savez, ces rencontres, elles visent à nous faire nous rencontrer pour parler des sujets d'actualité, pour parler d'art, de divertissement et surtout pour réfléchir tous ensemble à la façon dont on peut construire un monde plus habitable. Alors, avant l'été, on avait envie de vous proposer un sujet qui soit à la fois plus léger, mais en même temps qui continue à nous faire réfléchir au monde dans lequel on vit. Et on a eu la chance de rencontrer Filmo, qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux pour discuter d'un sujet qui va nous tous nous occuper dès demain avec Alexandre de la Patelière, qui est la Bonjour. sortie du Comte de Monte Cristo, dont il est le réalisateur et scénariste. Mathieu Delaporte, que voilà, voilà. Elle est Et là. effet spécial. Tac. Salut. Bienvenue, on est Je peux te mettre super. un petit micro, je pense. Ah oui, je pense qu'il va falloir mettre un petit On micro. va Je vous fais la équiper présentation en absolument. attendant, du coup. Parlez, Nico, parlez. Nico, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je suis donc le responsable éditorial de. Je suis pas exactement. Voilà, je vais regarder cette caméra. Je suis donc le responsable éditorial de Filmo. Filmo, c'est une plateforme de streaming 100% cinéma où on a des films de genre. Pour le coup, on en parlait juste avant que ça commence, avec des grands classiques du cinéma, des films d'action, des comédies. Voilà, on a énormément de choses et on a la chance chez Filmo d'avoir donc un studio où on se situe en ce moment même où on tourne tout un tas d'émissions qui sont disponibles gratuitement sur YouTube. Et voilà, on tourne des émissions pour expliquer, en gros, mettre en avant et aider à comprendre les films qu'on a la chance de pouvoir vous proposer. Donc voilà, et moi je suis donc responsable éditorial, je m'occupe de tout ça. Super. Mathieu et Alexandre, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Alexandre de la Patelière. Je suis scénariste, réalisateur et producteur et je travaille j'écris des films, je réalise des films et je produis des films et je travaille avec Mathieu Delaporte qui est là depuis très longtemps. On est très amis tous les deux et on fait tout ensemble depuis plus de 20 ans. Mathieu Delaporte, enchanté. Tout ce que vient de dire Alexandre est vrai. Et nous faisons donc tout ça ensemble Depuis depuis quelques années. longtemps, avant que tous les jeunes qui nous regardent soient nés. Ok, Voilà. magnifique. Et on va pouvoir démarrer. Alors, traditionnellement, on démarre toujours avec une question pour les classes et ceux qui répondent aux questions en premier. Aujourd'hui, on va se parler des adaptations littéraires, donc des adaptations de livres au cinéma. Et je voudrais demander aux enfants, vous, est-ce que vous avez déjà vu des films qui étaient adaptés de livres ou de BD? Et si oui, je vais vous demander de m'écrire dans le chat celles que vous connaissez. Et en attendant qu'on nous réponde, je vais vous poser la question. Quel film, quel livre vous avez vu au cinéma que vous avez adoré? Trois Euh, mousquetaires. On va vous alors, expliquer cette blague dans quelques il y instants. a, il y a énormément d'exemples je dirais je dirais dans beaucoup de genres différents. J'y pense parce qu'on en parlait hier. Il y a le roman épistolaire de Laclos qui est Les liaisons dangereuses, qui a donné lieu à deux films qui sont deux films formidables. Il y a le film de Stephen Frears avec John Malkovich et le film de Milos Forman aussi, qui a été fait quasiment au même moment. Et c'est très intéressant parce que c'est de voir deux adaptations avec deux regards complètement sur l'œuvre et qui sont vraiment deux grands films. Mais il y a plein d'exemples. Mathieu, t'as un film ou deux qui te J'en ai vient en plein tête qui me comme ça viennent, mais je cherche des films qui seraient susceptibles d'avoir été vus par les enfants. Alors, je vais vous aider un petit peu. Évidemment, en Il numéro y a par respectif. exemple Cyrano de Bergerac, Ah oui. qui est un livre très connu et qui a été adapté par Jean-Paul Rapneau avec Gérard Depardieu dans le rôle titre et qui est vraiment un film que je vous invite à voir si vous l'avez pas vu. Parce que moi, en tout cas, je l'ai montré à mes fils et ils ont adoré. Et je leur ai montré plein de films qu'ils n'ont pas tous adoré, mais celui-là, ils l'ont adoré. Alors, je vais vous aider un petit peu. On nous dit évidemment en premier Harry Potter, Bien bien sûr. Très entendu. bon exemple. Astérix, Très bonne adaptation d'ailleurs. Ouais. en plus. Ouais. Astérix et Obélix, le petit Nicolas, Tintin, Charlie et la chocolaterie, les Schtroumpfs, Jumanji. Bon, voilà, on a plein. Ah, du Cobu, bien sûr, Mathilda. On nous parle de Chair de poule aussi. En plus, on est dans un décor. Alors, vous ne Oui. voyez pas les enfants, mais on est dans un décor de cinéma derrière avec plein de films d'horreur. Donc, Chair de poule aussi. Le magicien d'Oz. Bon, apparemment, pas mal de films. C'est quoi l'intérêt de faire des adaptations de livres au cinéma? Qu'est-ce que ça sert à quoi en fait? Alors, selon moi, il y a plusieurs, vous confirmerez ou non, mais selon moi, il y a plusieurs intérêts à cela. Déjà, d'une part, ça permet de
mettre en image une histoire qui est déjà quelque part un petit peu connue de tous. C'est vrai qu'il y a une grande partie de l'affection des spectateurs qui est déjà là pour des personnages, déjà là pour un récit, déjà là pour ne serait-ce que parfois un titre. Pour parler des adaptations, par exemple, moi je fais partie de la génération du Seigneur des Anneaux. Bon, bah, c'est vrai que quand on a l'association d'un grand roman, d'une grande mythologie et d'un grand réalisateur, Peter Jackson en l'occurrence, on est quelque part déjà un petit peu séduit. L'un des intérêts aussi, en tout cas selon moi, et c'est particulièrement vrai dans le cas du Comte de Monte-Cristo, c'est que c'est pas juste une histoire, c'est aussi l'histoire de France quelque part. C'est-à-dire que voilà, c'est un récit qui mêle énormément de personnages, énormément de choses, mais surtout qui s'ancre dans le réel et quelque part, il se trouve que j'ai relu Le Comte de Monte-Cristo. Il n'y a pas très longtemps, justement, en préparant l'arrivée de votre film. Et c'est un film qui s'ancre dans un univers très réel, à tel point que, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire, mais à Marseille, on peut visiter les cellules des personnages. On peut même faire le parcours du Comte de Monte-Cristo à la nage. Alors, Dantès. oui, pardon, oui, Edmond Dantès, Mm. absolument. Et donc, voilà, c'est un roman qui s'inscrit dans l'histoire de France et donc, forcément, qui nous touche tous. Et enfin, particulièrement dans le conte de Monte-Cristo, il y a un côté, on sait que notre époque est également dévorée par les séries, le format sériel, les gens en raffolent. Et j'ai trouvé ça particulièrement vrai en relisant le roman. C'est une série. Quelque part, Mhm. c'est une série. Ce sont des personnages qui disparaissent, qui reviennent bien plus tard. Ce sont des rebondissements perpétuels, ce qu'on appelle des cliffhangers. Donc voilà. Donc, particulièrement dans le cadre du Comte de Monte-Cristo, c'est à la fois un titre qu'on connaît, des personnages qu'on connaît ou en tout cas qu'on pense déjà connaître, l'histoire de France, donc forcément ça nous touche, et tout simplement un récit palpitant, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres films comme ça qui te viennent en tête euh, Moi, comme pour répondre à ce que vous venez de dire, moi, ouais. je commencerai par là où vous allez terminer. C'est-à-dire que je Ouais. pense que c'est l'intérêt d'une Mhm. adaptation, c'est que des livres, il y en a des centaines, et des très bonnes histoires, des très bonnes histoires et des très bons personnages, c'est en fait assez rare. Mhm. Et donc, l'adapter, nous, quand on adapte Monte Cristo, c'est surtout de se dire, c'est une histoire absolument géniale. Et donc, on a le plaisir de pouvoir l'adapter parce qu'au fond, on n'a pas forcément le génie d'Alexandre Dumas, donc d'inventer cette histoire. Elle existe, donc on s'en inspire pour la retranscrire. Et moi, je pense que parmi les enfants qui nous regardent, beaucoup n'ont pas lu le livre. Mhm. Je leur dis qu'ils ont de la chance quelque part parce que en voyant le film, ils vont donc ne rien savoir de ce qui va se passer. Et c'est un livre dans lequel il se passe énormément de choses, avec des personnages qui sont complètement dingues. Le personnage de Monte Cristo, puisqu'on parle d'adaptation, c'est un personnage qui a inspiré énormément Batman et Iron Man, Mhm. qui sont des vengeurs masqués et millionnaires. Et c'est ce qu'est le personnage de Monte Cristo dans la deuxième partie. Sauf que ça se passe dans un cadre français. Et c'est lui qui a inventé ce style avec quelque chose, moi je trouve, en plus de Batman et d'Iron Man, c'est que sur fond d'une histoire d'amour. Donc c'est encore mieux. Donc et moi je pense que c'est pas grave de pas avoir lu. Je pense aux jeunes qui nous. Moi quand j'avais leur âge, j'étais pas un grand lecteur. J'ai mis du temps en fait à trouver parce qu'on dit tout le temps les livres, il faut lire. C'est vrai, mais c'est dur de trouver un auteur qui vous plaise. C'est dur de trouver des livres qui vous passionnent. Et je sais qu'à l'école, je suis sûr que toutes les classes qui nous regardent ont des professeurs de français excellents. Mais moi, je sais que j'ai longtemps eu du mal à l'école à lire des livres que je trouvais pas pour moi. Mhm. Et quand j'ai trouvé des livres qui étaient pour moi, là, j'ai découvert le Mhm. plaisir de la lecture. Et depuis, je suis devenu un grand lecteur. Puis c'est impressionnant, le Comte de Monte-Cristo aussi. On est sur 1500 pages, quelque Oui, et chose. puis, Ouais, mais c'est génial. mais après, on a aussi vu, nous, quand on avait par exemple travaillé il y a plein de portes d'entrée dans la littérature, mais quand on avait travaillé, nous, sur Les Mousquetaires, Mhm. on s'était aussi penché, on avait aussi relu la version abrégée des Mousquetaires. Moi, j'étais assez sceptique sur les versions abrégées, et j'ai trouvé que la version abrégée elle était très réussie. Donc il y a il y a plein de manières d'y entrer. Est-ce que tu veux nous parler, est-ce que tu veux nous dire un mot de franchise récente ou moins Oui, récente parce que l'un des intérêts aussi de l'adaptation, c'est de remettre au goût du jour, ou en tout cas de raconter avec une histoire donc qui peut avoir plusieurs décennies, malgré tout de remettre au goût du jour
voilà, des sujets d'actualité, il y a un film qui est sorti très récemment qui s'appelle La planète des singes. C'était le 10e déjà volet de la franchise de La planète des singes, qui est, on le rappelle, de base l'adaptation d'un roman, un roman signé Pierre Boulle. Et alors, c'est un film qu'on peut tout à fait, ce Planète des singes, là, le dernier qui est sorti, qui s'appelle Le Nouveau Royaume, on peut tout à fait le regarder comme une prouesse technologique, on peut tout à fait le regarder comme tout simplement un film d'action. Ce n'est pas mal de le regarder comme ça, mais ce qui est très intéressant, c'est aussi ce que ça dit, par exemple, du racisme. Tout simplement, pour revenir aux fondamentaux de ce qu'est la planète des singes, ce sont tout simplement, c'est une discorde raciale qui est non résolue et qui mène à une catastrophe. Et ce sont les humains qui sont, dans le récit, traités, beaucoup traités comme des animaux. C'est d'ailleurs un autre thème majeur de la saga de la planète des singes, les droits des animaux, puisque voilà, dès le premier film, on voit que voilà, il y a un traitement absolument abominable qui est réservé au personnage incarné par Charlton Heston. Et donc, c'est un retournement, voilà, retournement des rôles qui est absolument fascinant. Et également, dans les adaptations modernes, puisqu'il y a un nouveau film qui arrive, c'est Frankenstein. Frankenstein, une histoire un peu comme le conte de Monte Cristo, qu'on ne se lasse pas de raconter, qu'on ne se lasse pas de voir, qu'on ne se lasse pas de lire. Et une adaptation, donc il y en a une nouvelle qui arrive très prochainement, qui va s'appeler La fiancée de Frankenstein. Et là encore, on peut y voir tout simplement un film de monstre, très clairement, sauf qu'il y a énormément de choses qui sont contenues dans le récit de base, puisque c'est un roman qui est sorti en 1818, signé de Mary Shelley. Et il y a énormément de choses, évidemment, à dire. C'est un grand roman sur l'acceptation de la différence. C'est un grand roman sur le rejet aussi. C'est un grand roman sur tout simplement les dérives de la science, puisque Frankenstein, alors Frankenstein, c'est le créateur, on le rappelle, Docteur le Frankenstein. docteur Docteur. Frankenstein, puisque la créature de Frankenstein est née d'une expérience scientifique qui n'aurait pas dû être, et ce sont encore des questions aujourd'hui qu'on se pose, c'est-à-dire quand on parle dans l'actualité de faire renaître les mammouths, tout simplement, enfin, on a littéralement les raisons de ne pas le faire sont dans le roman Frankenstein. Donc voilà, c'est l'une des choses. Je ne sais pas si vous. Tu dis ça parce que tu as vu Jurassic Park. Ouais. Je suis et il y a également Jurassic Park. Qu'est-ce que Jurassic Park sinon une Mais variation autour Et une très bonne adaptation mais aussi. la planète des sages, c'est un film qui est quand même plus, plus adulte, je pense, que pour l'âge des enfants qui nous regardent. Je sais pas. Ils ont quel âge les jeunes qui nous regardent? Là, on a entre 7 ans et 12 ans, on va dire. Ouais, Bah, c'est oui, Oui, si, ça va. oui, je pense que tu peux regarder ça à partir ouais, c'est pas Ouais, trop violent. ouais, ouais. dizaine d'années. Alors il y a déjà des premières questions, donc on voudrait vous les poser. Il la classe de Salim Youssouf du CE1A Saint-Denis, Saint-Denis qui est en gros autour de Paris, pour vous situer un petit peu, au nord de Paris même. Est-ce que Salim, vous avez bien un micro et est-ce que vous voulez poser vos questions? Oui, on est prêt. C'est Colin qui pose la question et Colin et Malo. Et Malo. Bonjour, salut les enfants, bienvenue, Bonjour les enfants. Bonjour. on vous écoute. C'est Paula, c'est ça? J'ai entendu Paula le prénom? Colin. Voilà. Colin, ok, Colin. pas du tout Paula. Ça marche, salut. Bonjour. Comment on fait les films de science-fiction avec les monstres, par exemple, qui se fabriquent? Ah, Ah, comment on fabrique les monstres dans les films de science-fiction? Mhm. Ben en fait, on peut les fabriquer de plein de. Alors, déjà, nous, on n'a pas fait de film avec des monstres, mais on a travaillé sur beaucoup de films. En fait, il y a plusieurs manières de le faire. Pendant très longtemps dans le cinéma, ce qu'on appelle les effets spéciaux, ce que vous connaissez tous par cœur, vous les enfants, ils étaient faits comme au théâtre, c'est-à-dire sur le plateau. C'est-à-dire qu'au moment où tu tournes la scène, il y avait c'était du maquillage, c'était des monstres qui étaient vraiment fabriqués et tu tournais les monstres. Le Aujourd'hui, déguisement. Mm. c'était de la création physique en dur sur le plateau. Euh, Maintenant, c'est un mélange, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un peu de ces créations-là, de ces fabrications-là. Et il y a aussi beaucoup de numérique. Donc, en fait, tu tournes la scène. Et quand tu tournes la scène, il y a des choses qui sont, par exemple, ce qu'on appelle des fonds verts. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je suis le monstre et que je vais manger Mathieu dans le film, Mathieu va jouer qu'il a peur, et donc à ma place, il y aura rien, il y aura un fond vert. Et après avoir tourné, en numérique,
Et en 3D, on va fabriquer le monstre. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. On parlait de Jurassic Park. Je sais pas si c'est un film que vous avez vu. Donc, c'est un film de Steven Spielberg, avec des dinosaures. Et d'ailleurs, dans le premier film Jurassic Park, il y avait très peu de création numérique. Mhm. Il y avait donc il y avait beaucoup, par exemple, il y avait Le robot, en fait, il y avait ouais. des robots, ce qu'on appelle des animatroniques. Il y avait des vraies pattes de dinosaures qui avaient été donc fabriquées pour être filmées à l'image. Et au fur et à mesure des films, parce que c'est toute une série de films, ça a été complètement remplacé par des effets spéciaux numériques. Donc il y a plusieurs manières de le faire, mais c'est des métiers évidemment très amusants, très Il y a passionnants. un film qui s'appelle L'Odyssée de Pi, par exemple, où il y a toute une histoire avec un tigre. Et vous pouvez regarder sur YouTube le making of, par exemple, et vous verrez comment on fait. Souvent, il y a des gens qui sont ou en vert ou en bleu. En fait, ils sont d'une seule couleur parce que quand on fait les effets spéciaux, on remplace la couleur. C'est-à-dire qu'on dit, on enlève le bleu de l'image et on met le personnage à la place. On incruste, en fait. Et vous verrez dans l'Odyssée de Pi, vous voyez des gens qui sont déguisés en bleu et qui jouent la bête. Et après, avec les effets numériques, les effets spéciaux, on transforme en un réel animal. Et d'ailleurs, on parlait de la planète des singes, et dans la planète des singes, il y a une technologie qui s'appelle la capture de mouvement. Donc, par exemple, pour les singes, dans la nouvelle version de la planète des singes, ce sont des acteurs, ce sont des humains avec des capteurs en fait sur eux qui jouent les singes et qui ensuite sont transformés en singes par la technologie. Et il y a des acteurs qui sont devenus des spécialistes de ça. Il y a un acteur qui s'appelle Andrew Serkis, qui est devenu un spécialiste. On l'a vu dans Le Seigneur des Anneaux, on l'a vu, et c'est devenu un spécialiste de la capture de mouvement. Donc c'est à la fois de la technologie et de l'humain, comme souvent. C'est-à-dire que la technologie, c'est un moyen, un service. Et en fait, c'est beaucoup d'art. En fait, ce sont des artistes numériques ou des artistes humains qui vont incarner les monstres, ou les animaux, ou les singes. Et donc, c'est un mélange de technologies. Bon, et du coup, la technologie au service, là, tu as parlé du Seigneur des Anneaux, encore une adaptation d'un livre. Et Absolument. quel livre? Alors, on a une question de la classe de Madame Louis, l'école Jean Jaurès à Épernay, qui est dans l'Est de la France. Est-ce que vous êtes là et est-ce que vous pouvez venir? C'est des complices, en fait, on avait prévu cette question avec eux, mais elle est importante. Est-ce que vous êtes là? Oui, on est là. Salut les enfants, salut la classe de Madame Louis, on vous écoute. Alors, c'est Mélane qui va poser la question. Pourquoi avoir voulu adapter ce livre au film? Pourquoi avoir voulu... Merci les enfants. Pourquoi avoir voulu adapter Monte Cristo en film? Pour une raison très simple, parce que c'était une de nos histoires préférées. On en parlait tout à l'heure. Quand on lit des livres, quand on lit des histoires, quand on lit des BD, on a des coups de cœur. C'est un peu, quand tu fais un film, c'est un peu comme une histoire d'amour. Il faut tomber amoureux d'un livre, par exemple. Et nous, on a toujours été amoureux de cette histoire. On a toujours trouvé que c'était une des meilleures histoires qui ait jamais été inventée. Parce que c'est une histoire dans laquelle il y a beaucoup de genres. C'est une histoire où il y a une grande histoire d'amour, du suspense, de la tragédie, du thriller. Donc il y a beaucoup Des des bagarres. bagarres, des bateaux, des loups. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et on a toujours rêvé en fait de le faire. Tout simplement, je pense que vous avez des livres préférés. Et ben c'était un de nos livres préférés. Oh là, je perds mes fiches. J'étais en train de regarder les questions des enfants. Alors, on nous demande aussi, euh, en fait, comment on peut apporter sa valeur? Ça, c'est l'école de Madame Julien, l'école Marius Richard à Villelaure dans le Sud. Comment on peut apporter sa valeur et sa vision sans dénaturer le livre? Comment vous avez fait, en fait, pour vraiment donner votre image de Monte Cristo? Alors, C'est difficile de faire une réponse courte, ouais. mais Disons que le livre de Monte Cristo, c'est intéressant et je dirais, c'est sur le principe même de l'adaptation. C'est-à-dire que, pour que les enfants comprennent, le livre de Monte Cristo, si vous le prenez en édition folio, par exemple, c'est 1400 pages. 1400 pages, une page de livre, c'est plus serré qu'une page de scénario. Donc, si vous transformez en page de scénario, c'est-à-dire que si vous devez transformer ces 1400 pages en page de scénario, vous êtes prêt, vous êtes autour de 3000, 4000 pages. sachant qu'un scénario, je dis ça,
Le scénario, c'est là où on écrit l'histoire du film. C'est-à-dire que Mathieu et moi, quand on prépare un film, on écrit donc une histoire sur du papier, on écrit les dialogues, on écrit ce qui se passe. Donc un scénario, en fait, c'est comme un livre, mais c'est découpé où il y a, on explique ce qui se passe dans les séquences et qui dit quoi. Donc c'est tout le film C'est la écrit. description du C'est film. la C'est-à-dire description qu'on du dit film. voilà ce qui se passe, qui parle. C'est en fait la description de ce qu'on va voir à l'image. C'est comme si vous faisiez un résumé des scènes que vous voyez au cinéma. Ben, nous, on écrit ce résumé avant de tourner le film. Et il y a une page de scénario au cinéma. C'est-à-dire qu'une page, ça correspond à environ 1 minute de film. Donc, quand vous écrivez un film de 3 heures, vous avez le droit à 180 pages. Donc, vous voyez, vous avez 4000 et vous devez en faire en 180. Donc, vous devez faire des choix. Et en fait, quand vous faites ces choix-là, vous choisissez, et c'est intéressant de se dire que quel que soit le film qu'on va faire, il y aura des films avant, il y aura des films après, mais l'œuvre originale, elle existe toujours. Si vous allez voir un Molière au théâtre, la pièce existe toujours. Donc le livre existe toujours. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on donne, nous, Alexandre et moi, la version, la vision qu'on a de ce livre. Et donc on fait des choix. Il y a des personnages qu'on supprime, d'autres qu'on va créer, d'autres qu'on va fusionner, c'est-à-dire qu'on va mélanger et on va choisir des scènes en essayant de garder plus que tout le livre, de garder ce qu'on préfère dans le livre et de faire une sélection et de faire donc une adaptation, parce qu'on va forcément faire une Mhm. transformation pour donner la sensation de la lecture plus que le livre exact. C'est pas on lit pas le livre à voix haute. On transforme. Il y a des scènes qui durent des 5 pages, on en fait une page. Il y a des scènes qui durent une page, on en fait 2 pages. C'est-à-dire qu'on transforme, on prend cette matière et on réinvente une histoire qui est à la fois complètement l'histoire du livre et en même temps une autre histoire. C'est ça qui est intéressant. Et comme je vous invite à aller voir le film de Monte Cristo, une fois que vous aurez vu le film de Monte Cristo, vous pourrez lire le livre et vous verrez qu'il y a plein de choses dans le film qui sont dans le livre et puis il y a des choses qui n'y sont pas et d'autres qui sont en plus. Et c'est pour ça que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est bien de faire les deux. Bon, c'est mieux d'aller voir le film, bien sûr, Alors, mais les deux, c'est bien. est-ce qu'il y a une classe là où il y a un ou plusieurs élèves qui connaîtraient l'histoire de Monte Cristo et qui voudraient venir nous la dire là au micro en quelques mots? Levez la main et on vous donne la parole. Je vous appelle. Je vois. Alors, les CE2B de l'école Leclerc, si c'est pour pitcher le film, c'est pour raconter le film, je vous donne la parole tout de suite. Sinon, je vous donne la parole un peu après. Si c'est vous, ouvrez le micro et racontez-nous le film. Très bien. Non, non, ce sera après, c'est dommage. Alors, ce sera après. Ça marche. Merci. On vous donne la parole juste après. Est-ce que quelqu'un parmi vous saurait raconter le film rapidement ou pas? C'est pas facile, C'est hein. pas facile. Bah ouais. Mais ils sont capables de trucs de dingue. Bon, peut-être qu'ils se connaissent, ils n'ont pas vu le film, ils n'ont pas lu peut-être l'histoire. Non, mais c'est Alors, normal. dans ce cas, je vais vous demander de raconter le film, s'il vous plaît, en quelques mots, et après, on va voir la bande-annonce. Donc, Monte Cristo, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Edmond Dantès, qui est marin, qui vit à Marseille. Quand l'histoire commence, tout va bien pour lui. Il vient d'être nommé capitaine de son bateau. Il est très amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Mercedes et il va l'épouser. Et le jour de son mariage, alors que tout lui sourit, que c'est vraiment le meilleur moment de sa vie, il a une vingtaine d'années, il est arrêté et il est mis en prison parce qu'il a été dénoncé par 3 hommes pour un crime qu'il n'a pas commis, parce que pour des raisons différentes, ces 3 hommes veulent se débarrasser de lui, pour des raisons de jalousie, donc il va se retrouver enfermé pendant 14 ans dans un bagne horrible. Il va y rencontrer un monsieur qui s'appelle Faria, l'abbé Faria, et l'abbé Faria va lui donner va lui livrer l'existence d'un très grand trésor. Dantès va réussir à s'évader et donc il va trouver ce trésor. Il va devenir extrêmement riche. Il va devenir un des hommes les plus riches du monde. Et il va revenir quelques années plus tard à Paris pour se venger sous une autre identité, l'identité du comte de Monte Cristo. Et il va essayer de retrouver les 3 hommes qui l'ont trahi pour se venger d'eux, mais il va aussi retrouver sur son chemin Mercedes, et les choses ne vont pas se passer exactement comme il l'avait imaginé. Ça donne très envie, hein. Oui, ben, on dirait que c'est toi qui as fait le film. Sam, tu peux nous envoyer la bande-annonce, s'il te plaît, on va regarder. Elle est incroyable. Il y a des années,
J'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort. Qui êtes-vous? Je suis l'abbé Faria. Edmond, je te parle du plus grand trésor que la Terre ait jamais porté. Et je sais où se trouve le trésor. Mais que feras-tu de cette fortune? Feras-tu le bien ou laisseras-tu ton cœur s'emplir de haine? À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts. Prêt à faire quoi? À se venger. Chérie, je te présente enfin le comte de Monte Cristo. Albert, que sais-tu de cet homme? Je me méfie de tout le monde en général et des étrangers en particulier. Je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient. Où il va. Vous n'avez donc aucune pitié. Et eux, m'ont-ils eu pour Edmond Dantès? Moi aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance? Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Merci Sam. Ça a l'air Alors, super, hein. ça a l'air top. Ça a l'air top. On a de la chance, ça sort demain. Il y a le Sam de Jules Ferry qui nous dit que c'est l'histoire d'un complot et d'une vengeance. Ils ont réussi à faire. Ah bah c'est exactement ça. Alors, il y a eu plein d'adaptations de Monte Cristo. La première, je crois, elle était en 1908. Il y a eu des adaptations françaises, Exactement, américaines, absolument. italiennes. Il y en a même eu une qui a été faite par ton papa, si je me trompe pas. Exactement. C'est ça? Oui. Quel Monte Cristo vous avez voulu faire, vous? Qu'est-ce qui différencie? C'est les enfants qui demandent, en fait, qu'est-ce qui fait que votre œuvre à vous, elle est différente de celle des œuvres précédentes? Bah, c'est toujours difficile à dire. Je pense que ce qu'on a essayé de faire, et on en a beaucoup parlé avec Pierre Ninet quand on a commencé à travailler sur le film, il y a une chose qui nous est toujours apparue très intéressante en fait dans le livre, c'est que c'est à la fois c'est l'histoire d'un héros, c'est l'histoire de quelqu'un qui est très positif, qui est mis en grande souffrance et qui réclame la justice, mais qui en voulant justement obtenir justice va devenir un vengeur masqué et qui va devenir un personnage très sombre. Donc c'est aussi une histoire qui questionne sur l'idée de la justice, sur l'idée de la vengeance. Est-ce qu'on peut se faire vengeance soi-même? Qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? Se faire vengeance soi-même? Se faire justice soi-même. Se faire Tu dis se justice faire soi-même. vengeance. Joli lapsus. Se faire justice soi-même et donc exécuter une vengeance. Et on avait l'impression que dans les adaptations qui avaient été faites jusque-là, il n'y avait pas vraiment on montrait pas vraiment le basculement vers le côté sombre de la force du personnage de Monte Cristo, que c'était assez gommé. Et nous, c'est vraiment l'histoire qu'on a eu envie de raconter. Et sans en dévoiler trop, c'est vrai que, et on parlait d'adaptation tout à l'heure, le livre, c'est un très gros livre, il y a beaucoup de personnages, il se passe plein de choses. Et nous, on s'est dit, ce qui est intéressant, c'est le parcours de ce personnage. Donc, on a vraiment suivi et on prend le spectateur au début du film et en fait, on va vivre toute cette aventure à travers son regard. Donc, c'est vraiment vu de son point de vue. Et donc, on a vraiment fait toute l'histoire, écrit toute l'histoire pour suivre le parcours de ce personnage. On va évidemment découvrir les autres personnages, mais beaucoup dans le regard de Dantès. On ne le quitte jamais, on est toujours avec lui. Moi, j'ai eu la chance de voir le film un peu avant pour préparer cette rencontre. J'ai vu plein de sujets dedans qui sont vraiment des sujets d'actualité. Je voudrais savoir s'ils étaient à l'origine dans le livre ou si vous les avez rajoutés. J'ai vu des choses autour des médias, de la spéculation. La spéculation, c'est quand on suppose qu'il va se passer des choses et donc on va décider d'un certain nombre d'actions en projetant une certaine situation.
C'est un peu. Oui, c'est par exemple, on pense qu'on va manquer de sucre, on achète des actions de sucre Voilà, en se c'est ça. disant si demain il n'y a pas beaucoup de sucre, le sucre va coûter très cher, donc je vais gagner beaucoup d'argent Voilà. sur le On sucre. utilise les médias du coup pour le faire. Donc il y a une dimension un peu fake news, mot que les enfants Ouais. connaissent bien, éducation aux médias. Il y a aussi des sujets autour de l'éducation. Vous découvrirez dans le film incroyable que Monte Cristo s'éduque en prison grâce à l'abbé Faria. C'est un moment qui est vraiment d'une beauté incroyable. Ces moments d'études, ça vous rappellera peut-être vos classes. On voit aussi que ça parle des personnes étrangères et de la confiance qu'on porte en les autres. On parle des masques aussi. Alors Monte Cristo, il est tout le temps déguisé après. Mhm. Et donc en fait, comment on évolue en société en cachant un petit peu qui on est. Ça, c'est des sujets qui étaient dans le livre ou Tout c'est à vous qui fait. les avez rajoutés? C'est des sujets qui sont dans le livre et je dirais qu'il y en a un autre qui est très important, c'est parce que c'est aussi l'époque où ça se passe, c'est le pouvoir de l'argent. C'est pour que les jeunes c'est le début, alors, je vais pas faire trop d'histoire, mais c'est le début de la révolution industrielle. En fait, pendant des années, la France, elle est tenue par des gens qui sont surtout, qui ont du pouvoir, parce que ce sont des aristocrates, ce sont des princes, ce sont des marquis, ce sont des gens qui ont des titres. Et Ils donc, sont liés à la monarchie, en fait, qui au sont roi. liés à la royauté. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après la fin de la royauté et le début de la révolution industrielle, l'argent arrive et donc il y a la bourgeoisie. Et en fait, c'est une société comme la nôtre, où au fond, ce qui fait que les gens ont du pouvoir, c'est souvent le fait qu'ils aient de l'argent. On peut être riche, on n'a pas besoin d'être un prince. Si on a beaucoup d'argent, on est très puissant. Donc ça interroge, le livre interroge justement qu'est-ce que c'est qu'une société qui est dirigée par l'argent. Mais les sujets, par rapport à ta question, les sujets, ils sont complètement dans le roman. Et donc nous, après, c'est notre regard. Nous, on est des hommes en 2024, donc je pense que notre regard, c'est un regard contemporain sur l'œuvre. Mais on n'a pas été ajouté à l'intérieur de l'œuvre des choses qui nous ont paru contemporaines. Elles Mm. sont complètement dans le livre. Et il y a aussi une chose qui est très intéressante par rapport à aujourd'hui. Le livre, tu parlais des masques, mais donc de l'apparence. Donc c'est aussi un sujet vraiment très contemporain. En tant que personnage, Monte Cristo, c'est un des premiers personnages héros ou anti-héros de la littérature qui est un grand individualiste. Jusqu'à... Individualiste, c'est-à-dire qu'il pense qu'à lui. Oui, Exactement. c'est quelqu'un qui agit pour lui-même. C'est-à-dire que c'est pas comme Robin des Bois. Robin des Bois, c'est quelqu'un qui, dans le roman, vole aux riches pour donner aux pauvres. Monte Cristo, il obtient un très grand trésor. Il a beaucoup d'argent, mais tout ce qui l'intéresse, c'est sa vengeance, c'est sa justice. Donc c'est aussi un roman sur l'individualisme et donc la solitude. C'est aussi un personnage qui, à force de vouloir se faire justice, se retrouve enfermé dans une autre prison qui est celle de la solitude. Et il y a un sujet dont tu parlais qui est l'éducation. En fait, le jeune Edmond Dantès, comme on dit, c'est un homme qui est marin. Donc lui, ce qu'il connaît, c'est la mer. C'est quelqu'un qui a fait l'école marine. Donc c'est un spécialiste de la mer. Il connaît les courants, il sait se diriger, mais il ne connaît que ça. Et il va rencontrer en prison un homme qui est un abbé, l'abbé Faria, qui est un homme très cultivé, qui connaît les mathématiques, qui connaît les sciences, qui parle l'arabe, qui parle le grec, qui parle le latin, qui connaît la philosophie. Et il va dire à Edmond Dantès, tu sais, l'arme, la violence, c'est une arme, mais il y a une autre arme, c'est l'éducation, c'est la connaissance. Et il dit, puisqu'on va être enfermés ensemble pendant des années, moi, je vais t'apprendre tout ce que je sais. Je vais t'apprendre les mathématiques, je vais t'apprendre la philosophie, je vais t'apprendre à réfléchir, je vais t'apprendre à être autre chose qu'un marin, parce que c'est très bien de savoir se diriger en mer, mais il faut savoir se diriger dans le monde. Et c'est, je trouve, très intéressant parce que d'abord c'est très beau dans le livre et c'est très, moi j'aime beaucoup cette séquence dans le film parce que ça raconte en fait c'est que on est aussi ce qu'on apprend. Voilà. Et c'est aussi ça qui est bien dans les livres, c'est la connaissance nous nourrit et fait de nous des êtres plus riches au sens intérieur et pas riches forcément en argent. Voilà. Le message est passé, tout le monde là. Merci pour ces mots, c'est important, surtout en ce moment, en fin d'année, c'est la fin d'année scolaire. Continuez à apprendre, continuez à apprendre dans les années qui viennent. Et c'est dur, je trouve, moi, mon souvenir d'enfant, c'est dur de se rendre compte quand on apprend ce qu'on est en train d'apprendre. Moi, j'avais toujours l'impression de ne rien savoir et je comprenais pas très bien pourquoi on m'apprenait des choses. Et puis, j'avais l'impression que je savais pas très bien à quoi ça allait me servir. Et en fait, on se rend compte en grandissant qu'en fait, ça nous apprend, tout ça, ça nous nourrit. Ça vient s'additionner en soi.
Et ça nous apprend à réfléchir, à regarder les choses, à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir aux choses et à devenir soi-même, en fait. Parce que quand on est jeune, on connaît encore peu de choses, c'est normal. Et on va, au fur et à mesure des années, apprendre à réfléchir, apprendre à penser. Et en fait, le cerveau, c'est comme un muscle. Si on fait jamais de sport, eh ben, on a un cerveau qui est pas très musclé. Et donc, l'école, mais il n'y a pas que l'école, il y a tout ce qui est autour. Les Plus on va rencontres. apprendre à réfléchir, plus on va avoir un cerveau musclé. Ouais. Nico, tu nous avais fait une petite liste d'adaptations de Monte Cristo. On se prend 5 minutes pour que tu nous en parles et après, je vous mets en direct avec les enfants qui ont posé à peu près 1 milliard de questions. Et ça, Parfait, on a 1 milliard de réponses. Alors, on va pas évidemment citer toutes les adaptations du Comte de Monte-Cristo, très clairement, puisque il y en a eu énormément et il y en a eu même très tôt, puisque la toute première adaptation date de 1908 et elle est américaine. Alors ça, j'ignorais, je pensais que les Français seraient les premiers à s'en emparer, mais la toute première adaptation est américaine. C'est un film muet, donc américain, sorti en 1908 et 1908, grande année pour le Comte de Monte-Cristo, puisque c'est également l'année de la sortie de la toute première adaptation française, sortie sous le nom du Prisonnier du Château d'If, et c'est également l'année de sortie de la toute première adaptation italienne. Voilà, preuve, encore une fois, on en parlait, de l'universalité, de la force de ce récit. Alors, les adaptations, on l'a dit, et même les hommages à adaptations pas forcément fidèles se comptent par dizaines. Il y en a quelques-unes qui nous ont plutôt fait rigoler, comme par exemple les Simpsons. Oui. Il y a un Ouais. épisode des Simpsons où on peut évidemment pas forcément employer le terme d'adaptation, mais où le comte de Monte Mais Cristo. quand même, si, Oui, si, quand même. c'est une adaptation. C'est une adaptation, C'est absolument. un clin d'œil, c'est une référence. Ouais. Ouais. Voilà, une référence exactement. Le comte de Monte Cristo, on le retrouve même dans un jeu vidéo qui s'appelle The Witcher 3, puisque l'un des personnages se nomme l'abbé Faria. Voilà, référence directe. Il y a aussi une adaptation américaine par Kevin Reynolds au début des années 2000. Kevin Reynolds qui avait réalisé Waterworld, par exemple, Ouais. avec Kevin Costner. Et alors, il y a évidemment l'adaptation en série avec Gérard Depardieu, qui est peut-être, vous serez pas forcément d'accord avec moi, mais jusqu'à la sortie de votre film, qui était l'adaptation la plus peut-être prégnante dans Bien voilà sûr. Prégnante. voilà Présente. La plus voilà importante, présente. la plus. Voilà. Elle a marqué les gens, elle est restée dans les Exactement. esprits, bien sûr. Parce qu'en fait, pour le dire aux enfants qui nous regardent, qui ne la connaissent pas, puisque c'est une série qui est sortie il y a une Ouais. vingtaine d'années, Qui a eu Absolument. beaucoup de succès. qui a eu beaucoup de succès avec un acteur qui s'appelle Gérard Depardieu, qui à l'époque était un acteur très célèbre. Et cette série qui est passée à la télévision française sur 4 épisodes Mhm. a eu un énorme succès. Donc tous les jeunes comme nous qui étions il y a 20 ans, on a découvert cette histoire Ouais. géniale si on n'avait pas lu le livre. Et il y a énormément de gens vieux comme nous qui nous en parlent parce que ça les a marqués dans leur jeunesse. Et nous, on espère vous marquer de la même manière. On espère que notre film sera pour vous quand vous penserez à Monte Cristo, vous penserez à nous. Et alors, dernière Oui. adaptation très rapidement, votre film, donc, qui sort, on le rappelle, demain, le dernier film français, donc de cinéma, adaptation de Monte Cristo, date quand même de 1968. Mine de Nous rien, n'étions pas nés. presque 60 ans. Peut-être, voilà, je ne sais pas si vous avez une explication à ça, peut-être parce que le roman paraît immense, inadaptable pour Non, le mais il cinéma. a été beaucoup adapté dans les années 60, Ouais, absolument. de nombreuses fois. Il y a eu, et après, il y a eu aussi l'apparition du format de la série qui est devenu plus massif, plus important. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Dumas, c'est un des inventeurs du feuilleton. Et le feuilleton, c'est l'invention de la série, avant la série. Donc après, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu le désir, justement, pour adapter un peu la longueur de l'œuvre, de l'adapter en série. C'était le cas de mon père, ça a été le cas de José Dayan. Il y a même des Espagnols qui ont fait une adaptation contemporaine l'année dernière de Monte Cristo. Donc je pense que c'est beaucoup lié à ça. Allez, on donne la parole maintenant aux élèves. On vous a posé tout le décor. On nous a dit que vous étiez un peu frustrés qu'on ne réponde pas à vos questions, mais comme vous n'avez pas encore vu le film, on est sûr que vous allez le faire demain, mais comme vous n'avez pas encore vu le film, il fallait qu'on vous pose un peu le décor. J'appelle le collège Jean Monod dans les Bouches-du-Rhône, semble-t-il. Et la classe Serville CM1, CM2 peut se préparer, vous serez les suivants. Collège Jean Monod, est-ce que vous pouvez brancher votre micro et on prend votre question? Non. Ah bah alors, préparez-vous. L'école Serville. Allez-y, CM1, CM2.
Ok, bon, le temps que vous prépariez, je vois que les CE2B de l'école Leclerc 78, vous êtes collés à la webcam, c'est très bien. Allez-y. Youpi, c'est à Salut les Allez. enfants. Ouais, vous Bonjour. levez la main depuis tout à l'heure. On y va. Vas-y, Agathe. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Ah, pourquoi vous avez choisi ce métier? Ah, Ah, Merci Agathe. je fais des réponses très courtes là. ouais. Mon père était réalisateur de films et scénariste, et ma mère était monteuse de films. Donc, moi, j'ai grandi dans le cinéma et j'ai toujours voulu raconter des histoires. Donc, ça m'a paru logique. Moi, j'ai pas fait d'études. J'ai passé mon bac et j'ai commencé à travailler très jeune, dans le cinéma. Et j'ai toujours voulu faire ce métier parce que j'ai toujours adoré les films et ça m'a toujours fait rêver. Et alors moi, je suis d'une famille qui est pas du tout dans le cinéma. Je connaissais personne et ça me paraissait impossible à faire. Moi, j'ai fait au contraire des études assez longues dans lesquelles j'ai appris à écrire en parallèle. Et c'est après avoir terminé mes études, j'ai en fait voulu écrire un court-métrage, réaliser un court-métrage. Et en fait, j'ai eu cette passion d'écrire et j'ai eu la chance de pouvoir écrire pour la télévision. Et après, j'ai rencontré Alexandre et on a commencé à faire du cinéma ensemble. Merci. On va prendre l'école Brémont CM1 et après ce sera Madame Rondini. Préparez-vous. L'école Brémont à vous. Tu veux poser bien la main. Bonjour. Salut, on t'écoute. Super. Alors, Lana. Comment vous Allez-y. choisissez les acteurs? Comment vous choisissez les acteurs? C'est au Euh, pif, c'est au dé en fait. Non, non, vous avez deux très bonnes questions. Comment on choisit les acteurs? On va dire que quand vous faites un film comme Monte Cristo, qui est un film qui est un très gros film, qui coûte beaucoup d'argent, il faut qu'on ait. C'est mieux si vous avez des acteurs qui sont connus, parce que c'est des vedettes, et c'est les spectateurs les connaissent, les aiment, et puis en général, quand on est très fort, quand on est une vedette, c'est parce qu'on est un très bon acteur. Et donc nous, on cherchait notre rôle principal, on cherchait notre Edmond Dantès, et c'est vrai qu'on était avec Alexandre deux fans de Pierre Ninet, qu'on trouve être un acteur extraordinaire. Donc on a proposé à Pierre de faire notre film, il nous a dit oui, et donc on était très heureux. Et après, on a choisi pour chacun des rôles des acteurs qu'on avait vus pour certains au théâtre, pour d'autres dans des émissions de télévision, pour d'autres, on a fait ce qu'on appelle un casting, des essais. C'est-à-dire que les jeunes, par exemple, qui n'ont pas forcément fait beaucoup de films, parce qu'ils sont jeunes justement, qui sont dans les écoles de théâtre, on fait des appels à candidature. C'est qu'on dit, bah, il y a un casting pour Monte Cristo, pour un jeune homme de 20 ans, romantique. Et là, on nous présente des acteurs, des jeunes acteurs qui passent ce qu'on appelle des essais. Et il joue une scène, en ils fait. jouent une scène et nous, on les choisit comme ça. Alors, je vais poser une question qui a été posée par écrit et pendant ce temps-là, du coup, Madame Rondini, vous vous préparez, s'il vous plaît. Comment, alors cette question vous a été posée genre 200 fois pour de vrai. Comment vous faites pour faire tomber quelqu'un d'une falaise et qu'il meurt pas? Mais il meurt. Ah. Il y a plein d'acteurs de rechange. Alors ça, c'est la magie du cinéma. Il y a plein de manières de répondre à cette question. D'abord, il y a des cascadeurs. Les cascadeurs dans les films, ce sont des gens qui, souvent, quand vous voyez un acteur qui tombe d'une falaise, eh ben, c'est pas vraiment l'acteur qui tombe dans la falaise, c'est un cascadeur ou une cascadeuse, parce que c'est un métier où il y a aussi beaucoup de femmes. Et donc, ce sont des gens dont le métier, c'est par exemple quand on fait un faux accident de voiture ou que quelqu'un doit tomber d'un cheval ou d'une falaise, ce sont des gens qui sont comme des sportifs de haut niveau et qui ont l'habitude, qui sont entraînés à faire des chutes sans se faire mal. Donc, on fait ça. Et sinon aussi, il y a plein de moyens du cinéma, comme le montage, qui permet de faire croire, en fait, on a l'impression à l'image que quelqu'un tombe d'une falaise, mais en fait, par exemple, on va le faire tomber sur un matelas. Et après, on va tourner quelqu'un qui tombe, mais juste d'1 mètre, et on va coller les deux morceaux du film, et vous aurez l'impression qu'il est tombé de la falaise alors qu'il n'est pas tombé. C'est comme si Alexandre me filme en train de jeter un stylo. Je jette mon stylo et puis après on va mettre la caméra à Marseille
et on va faire le stylo qui arrive dans le port de Marseille. On aura l'impression que j'ai envoyé mon stylo jusqu'à Marseille. Mais en fait, j'aurais envoyé mon stylo à Paris et on aura filmé l'atterrissage du stylo à Marseille. C'est la magie du cinéma. Pareil, les enfants sont super inquiets pour Pierre Niney. S'il y avait des requins dans l'eau pour nager entre le château d'If et la côte, comment ça s'est géré? Bah, du coup, de la même façon, quoi. Alors là, pour le coup, il a réellement nagé. Oui. Et en fait, il faut savoir que quand on fait des scènes comme ça, c'est des scènes qui sont très préparées avec beaucoup de professionnels. Il y a parfois des plongeurs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des sauveteurs qui sont sous l'eau avec des bouteilles au cas où il y aurait un problème. Ce qu'on a fait, par exemple, quand on a tourné un moment où il est dans l'eau très profondément. Et quand il nage, en fait, on était en bateau. Nous, on l'a laissé dans l'eau. Nous, le bateau s'est éloigné et on l'a filmé du bateau. Et en fait, on a des bateaux qui sont à côté de secours au cas où Pierre aurait un problème et ils peuvent venir le sauver. Il se trouve que dans la mer dans laquelle on a tourné, il n'y avait pas de requins. Donc Voilà. il y avait d'autres dangers, mais pas celui-là. En Méditerranée, il n'y a pas beaucoup de Et requins. j'entendais Pierre Ninet dire hier que cette traversée entre le château d'If et la côte existe vraiment et qu'il s'est engagé à la faire l'année prochaine. Voilà, C'est une je course. partage. C'est effectivement une course que Mais peut-être Pierre a les une jeunes très de bonne Marseille condition connaissent. physique et en général, quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Bon, on attend ça. CM2B, Madame Rondini, c'est à vous. Et après, on va faire parler le CE2, CM1 de Vannes-le-Châtel. Préparez-vous. Madame Rondini, salut les enfants. Combien de temps vous réalisez à peu près pour réaliser un film? Ah oui, combien de temps ça met de réaliser un film? Et en effet, merci beaucoup, jeune homme. La question, elle nous a été posée plein de fois. Ils disent notamment de l'écriture jusqu'à la fin de la post-production, c'est-à-dire tout ce qui se passe après le C'est que tournage. des bonnes questions, tout ça. Alors en général, enfin, on va parler je vais faire une généralité, mais en général, pour écrire une histoire pour le cinéma, pour écrire un scénario, il nous faut à peu près 1 an. Ensuite, pour réaliser le film, le préparer et le réaliser, c'est-à-dire tourner les scènes, il faut encore à peu près 1 an. Et ensuite, il y a tout ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire le montage, le mixage. Le mixage, c'est comme le montage, mais pour le son, c'est-à-dire qu'on assemble les images, on assemble les sons, on fait la musique. Et ça dure à peu près 6 mois, je veux dire. Ouais. Donc Monte Cristo, c'est à peu près 2 ans et demi de Oui, travail. c'est 2 ans et demi, 3 ans, en fait. Ouais. Voilà. Pour vous donner un exemple, nous, on a commencé à tourner le film le 15 juillet 2023 de l'année dernière et on a terminé en fin novembre. Donc, ça a duré il y a 18 semaines de tournage et on a terminé le film il y a à peu près 15 jours. Ouais. Donc, de fin novembre à début juin, on était sur tout ce qui était le montage. Vous tournez beaucoup d'images, vous les collez ensemble. Puis, il faut fabriquer la musique, il faut fabriquer ce qui est le son. Faire les effets spéciaux. Faire les effets spéciaux, et voilà. Alors, en lien avec ça, il y a la classe de Sarah Sacrepaille-Descons, l'école Anne-Franck de Sainte-Foy d'Aigrefeuille, dans le sud de la France, je crois que j'ai tout dit, qui vous demande si vous avez tourné en décor naturel tout le temps ou si vous avez utilisé des fonds verts. Alors, on a utilisé très peu de fonds verts. Peut-être redire juste vite fait ce que c'est fonds verts. Il y a peut-être des élèves qui Les savent fonds pas. verts, c'est quand on doit faire des effets spéciaux numériques, c'est-à-dire on tourne quelque chose et après, une fois que le tournage est passé, on rajoute des choses. Alors, ça nous est arrivé. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand on a tourné le port de Marseille, il y a une grande scène d'arrivée de bateau. Donc, on a tourné cette scène à Malte, sur l'île de Malte. Et donc, on a tourné avec des figurants, des vrais bateaux, mais on avait aussi un fond vert sur le décor, et on a rajouté en numérique des gens, des bateaux, etc. Et le reste de la ville. Et puis, on a enlevé en numérique toutes les traces de modernité, les antennes de télévision, les panneaux de signalisation de voiture, tout ça. Voilà. Mais dans l'ensemble du film, nous, on a essayé de travailler en décor naturel avec le moins d'intervention possible. Donc, c'est un film où les décors sont des vrais décors. Merci. Le CE2 CM1 de Vannes-le-Châtel, on vous écoute. Et après, on prendra le CM1 Sainte-Foy, près de Toulouse. Préparez-vous. Allez, CE2 CM1 Vannes-le-Châtel. Salut les enfants. Salut jeune homme. Quel est le film que vous trouvez que vous avez le mieux réalisé? Ah, trop bien cette question. Eh Merci bien, bonhomme. Eh bien, je crois que c'est celui-là. Ouais, je dirais celui-là Ouais. aussi. C'est un film c'est un film qui avait beaucoup d'ambition, qui était difficile à faire. On est très fiers. On avait une très bonne équipe d'acteurs. Et je pense je pense que pour l'instant, je sais pas s'il est bon, mais en tout cas, c'est notre meilleur. Merci. Du coup, CM1 Sainte-Foy, près de Toulouse. Vas-y. Vas-y. Hello, jeune fille. Ouais, ça y est, on te voit, on t'entend. Combien de temps a duré le tournage?
Ah, alors, conclusion de ce que vous aviez dit tout à l'heure. On a dit tout à l'heure, que ça a duré 18 semaines. On a tourné de mi-juillet à fin novembre et on a tourné dans beaucoup d'endroits parce qu'en fait, on s'est déplacé. Donc, on a tourné à peu près la moitié du temps Paris, mais surtout tout autour de Paris, toutes les régions autour de Paris. On a tourné aussi dans le sud de la France, vers Marseille, Porquerolles, Montpellier, Perpignan. Et 75 jours de tournage. Voilà, 75 jours de tournage. On a aussi tourné en Belgique et à Malte. Voilà. Sacré voyage. CE2 de termes hilaires, à vous. Il faut que vous ouvriez votre micro, les petits gars. Bon, alors en attendant que vous Bonjour. trouviez... Ah, bien joué. Alors, on a notre question. Est-ce que l'étape du storyboard est obje- obligatoire et quand il y en a un, les dessins sont-ils détaillés ou sous forme de croquis? Top. Alors, on a eu effectivement plein de questions sur le storyboard. Donc là, la question, c'est est-ce que c'est une étape, merci beaucoup, hein. Est-ce que c'est une étape obligatoire et est-ce que c'est très détaillé ou est-ce que c'est des petits dessins? Et si vous avez d'autres infos sur les storyboards, donnez-en, on a au moins 20 questions autour de ça. Alors, déjà, je vais expliquer ce que c'est qu'un storyboard, parce que tout le monde ne le sait pas. En fait, quand on prépare un film, on peut faire ce qu'on appelle un storyboard, c'est-à-dire des dessins qui vont dessiner avant qu'on le tourne, des vignettes. En fait, c'est comme une BD. C'est comme si on faisait une BD avant de tourner pour avoir des repères de ce qu'on va tourner. Quand tu fais un storyboard, il y a des gens qui sont des storyboarders, c'est leur métier, et donc il y a beaucoup de détails, c'est hyper bien dessiné et c'est super. Nous, de temps en temps, on fait des storyboards tous les deux, donc c'est moins bien dessiné, et c'est vraiment des petits croquis. Après, nous, on travaille très peu avec du storyboard. On en a eu un peu sur Monte Cristo, parce qu'il y avait des scènes qui étaient un peu complexes, notamment avec des bateaux, des scènes sous-marines, quelques scènes d'action. En fait, on a storyboardé un peu. Mais c'est pas du tout obligatoire, c'est pas du tout. Et nous, on travaille assez peu avec le storyboard. En fait, c'est utile quand vous faites des plans qui sont techniquement très difficiles, ou par exemple quand il y a des cascades, on parlait du fait de comment quelqu'un tombe d'une falaise. Si vous dites dans votre film, ben moi je veux voir l'acteur qui saute, qui tombe et qui tombe et vous dites ça, je veux que ça soit un plan. Vous préparez pas pareil que si vous dites, ben moi ce qui m'intéresse c'est de le voir sauter et de le voir atterrir. Parce que si vous voulez le voir partir, tomber jusqu'en bas, ben, ça veut dire qu'en sécurité, il va falloir prévoir justement un cascadeur, quelque chose, trouver un endroit où l'acteur peut sauter et ne pas être en danger. Alors que si vous faites juste l'acteur qui saute et l'acteur qui atterrit, ça c'est beaucoup plus facile. Voilà. Et parfois, le dessin est plus clair, plus simple, en fait, pour faire comprendre une idée. Euh, on nous demande si les acteurs s'embrassent vraiment. Je la place tout de suite parce que je sais pas où la mettre, celle-là. Oui, oui. Alors, oui, mais c'est très important. Oui, mais c'est important. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé, avec raison, du consentement ces dernières années, ces derniers mois, et c'est très bien. Et c'est devenu une chose qui est très importante, et très importante sur les plateaux de cinéma. Et donc, souvent, les acteurs donc s'embrassent vraiment, mais s'ils le font vraiment, c'est qu'ils sont d'accord, c'est très encadré, et c'est fait dans un... Il y a aussi maintenant des gens qui viennent, qui sont des conseillers, qui viennent sur les plateaux pour justement aider dans les scènes qu'on appelle des scènes d'intimité, par exemple quand des gens s'embrassent. Et donc, c'est fait en fait dans un cadre où pour que ça se passe, il faut que tout le monde soit d'accord. Et donc, on joue la comédie, mais c'est comme sur une scène de théâtre. C'est aussi dans un cadre de respect entre les gens et de consentement. Et donc, c'est une chose qui est très importante et qui permet qu'il y ait des vrais baisers. Mais quand je dis des vrais baisers, ce sont aussi des baisers de cinéma. C'est une manière de donner l'impression, en tout cas, que c'est un vrai baiser. Voilà. On fait semblant, au cinéma, on fait semblant de mourir, semblant de se bagarrer, semblant de s'embrasser. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que ça donne l'impression que, donc les acteurs se touchent les lèvres, mais c'est effectivement complètement surveillé. Et en fait, pour les acteurs, c'est comme vous embrassez votre main. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas de sentiment. Vous êtes là pour, c'est comme des gestes, mais Voilà. c'est Et encore une fois, c'est aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, c'est encadré et c'est très bien. Merci. CE2, CM1, Amand-Villers. Il nous reste 2 ou 3 minutes. On va essayer de prendre un maximum de questions. CE2, CM1, Amand-Villers.
Ah, bon, alors la classe de Magali, parce que je vois quelqu'un qui s'impatiente. Voilà, super. Oui, allez, on t'écoute. Tu t'es redressé d'un coup sur ton bureau. À toi. Et après, on prend la classe CE2, CM1 d'Amanvillers le temps que vous vous connectiez. Allez, la classe de Magali. Hello. Oui, alors c'est une classe de CE1, CE2 à Marle, dans la Loire. Ça marche. Est-ce que vous avez un genre de film que vous aimez pas? Non, mais bah, vous êtes excellent avec vos questions. Est-ce qu'il y a un genre de film que vous n'aimez pas? Merci beaucoup. Non, moi j'aime tous les genres de films. Je trouve qu'il y a des très bons films dans tous les genres et aussi des très mauvais films dans tous les genres. Après, c'est toujours une question, c'est un avis personnel, hein. Je pense que entre vous dans les classes, il y a des films que vous aimez, des films que vous n'aimez pas. Vous pouvez vous disputer sur les films, ce qui est une chose que on se dispute très souvent sur les films. C'est une très bonne activité. Donc moi, je dirais que non, il n'y a pas de genre que j'aime pas. Moi, j'aime pas trop les films avec beaucoup de sang, avec beaucoup ce qu'on appelle des films gore. Moi, déjà, quand je vois quelqu'un qui se fait piquer avec une seringue, je suis déjà, je suis pas loin de tourner de l'œil. Donc, je n'aime pas les films où il y a du sang, où il y a trop de violence. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup aussi. CE2, CM1 à Mantvillers, du coup, est-ce que vous avez réussi à vous connecter à votre micro ou pas? Bon, non, ça a l'air d'être... Ah, si, on vous écoute. Non? Bon, alors du coup, on va donner, du coup, désolé, la dernière question à Céperio, classe Céperio. On est là. Allô, Hello. Allez, à vous la dernière question. Là, vas-y. Bonjour. Bonjour. Alors, avez-vous une anecdote sur le tournage du film? Trop bien. Merci beaucoup. De rien. Alors, une anecdote sur le tournage du film. Alors, si je vais raconter une anecdote sur le tournage du film, on a parlé du fait que Pierre Ninet, il y a une scène dans le film où il a vraiment fait lui-même sa cascade. Il n'y avait pas de cascadeur, c'était lui. On l'a enfermé dans un sac. Alors, évidemment, les enfants, attention, hein, on fait ça dans le cadre du cinéma, avec beaucoup de gens professionnels, de la sécurité, etc. Donc, on l'a enfermé dans un sac et on l'a vraiment jeté dans l'eau et il a coulé. Et c'est une scène d'évasion et de prison. Et donc, il fallait qu'il sorte du sac tout seul, et alors qu'il s'enfonçait dans l'eau. Donc, pour ça, il a dû s'entraîner à faire ce qu'on appelle de l'apnée, c'est-à-dire apprendre à pouvoir rester longtemps sous l'eau. Et donc, quand on a tourné la prise, donc tout le monde était un peu inquiet, parce que c'était une chose assez risquée quand même à faire. Et donc, on le tournait. Et donc, Pierre, il est dans son sac, il s'enfonçait dans l'eau. Donc, on le voit, il arrivait. Donc, nous, on était là en train de regarder. Et, il est donc sorti du sac et tout d'un coup, il s'est évanoui. Et donc on était là, on allait arrêter la prise, et puis il s'est réveillé, et puis il est sorti du sac. Et en fait, après, il nous a fait un clin d'œil, parce qu'en fait, il avait fait semblant de s'évanouir, ce coquin. Et donc, c'est une anecdote parmi beaucoup dont je me souviens. Voilà, mais ça, par exemple, je le redis pour les enfants, ce que vous voyez au cinéma, le cinéma, c'est comme au théâtre, c'est pour de faux. Donc c'est important. Notre métier, nous, c'est de faire passer le faux pour le vrai. Mais par exemple, dans cette séquence que raconte Alexandre, c'est pour vous donner un exemple, c'est pour ça qu'on est allé tourner en Belgique, parce qu'ils ont le plus grand bassin d'Europe. Donc c'est une piscine énorme et très profonde où Pierre pouvait descendre. Mais quand il descend dans son sac, il faut voir qu'il a à l'intérieur un système pour si jamais il a un problème de pouvoir le prévenir. Et il a autour de lui plein de nageurs avec des bouteilles d'oxygène qui sont prêts à intervenir. C'est extrêmement sécurisé. On essaie de prendre le moindre risque possible. Et ce sont des scènes qui sont très longues à tourner. Par exemple, cette scène, c'est une journée entière. Parce que vous avez des heures et des heures de préparation. On le fait d'abord descendre parce que on voit s'il arrive à bien décompresser. Parce que quand vous descendez dans l'eau, il faut pas descendre dans l'eau trop vite parce que sinon vous pouvez avoir les tympans qui explosent. S'il y a beaucoup de pression. Donc Pierre a fait beaucoup de préparation avec quelqu'un dont c'est le métier. Il y a le champion du monde d'apnée. Donc il a travaillé avec le champion du monde d'apnée pour apprendre à descendre, pour apprendre à décompresser pour ne pas se faire mal. Après, il a fait des séances où il s'entraînait à sortir du sac. Après, donc tout ça, c'est beaucoup d'entraînement. Donc moi, personnellement, je ne serais jamais de le faire et surtout, vous ne le faites jamais. Voilà.
Merci beaucoup Merci à à tous les vous. trois d'avoir été avec nous. Merci Merci les enfants à, et merci les professeurs. à Edifis et à... Merci à toutes vos questions parce que c'était vraiment tout Ouais. super. Je vous pose une toute dernière question parce qu'elle nous a été posée et qu'elle est importante. Comment on fait quand on a 8 ans ou 10 ans et qu'on a envie de faire votre métier dans le futur? Bah, d'abord, on y croit parce que c'est un métier, c'est aussi un métier d'avenir parce que je pense que les gens ont toujours besoin d'histoire. Il y a le cinéma, mais il y a aussi les séries, il y a les plateformes, il y a mille manières de raconter l'histoire. Et donc, c'est comme les gens qui ont envie de devenir musiciens, il faut qu'ils fassent de la musique. Les gens qui ont envie de devenir danseurs, il faut qu'ils dansent. Et ceux qui ont envie de raconter des histoires, eh ben, il faut que vous avez déjà tout à fait l'âge pour essayer de commencer à, de plein de manières différentes, à commencer à écrire des histoires, à essayer d'en inventer. Mais il faut croire à sa bonne étoile parce que si on veut raconter des histoires, ben vous en raconterez. Voilà. Magnifique, c'est le dernier mot. Merci à toutes, merci à tous, merci à vous trois. On se retrouve à la rentrée pour plein d'autres sujets tout aussi passionnants. Et surtout, n'oubliez pas, le film sort demain. Allez le voir en salle, allez le voir sur grand écran. C'est de la magie. Oui, il est en famille. C'est vraiment c'est un film pour Ouais. toute la famille. Exactement. Voilà, on ouvre les classes pour on ouvre les Ça classes, vous on ouvre dérange les pas micros que je pour se dire au répète, là? revoir. Ouvrez les micros pour qu'on se dise au revoir, qu'on Allez-y. vous entende. Faites du bruit, allez-y. Voilà. Là, vous- Merci à toutes et à tous. Allez-y. Là, c'est les filles.